Bonjour, aujourd'hui, on vous présente les forces. Donc, je t'invite à prendre ton cahier origine à la page que je te présente ici. Et bon, tu peux mettre la vidéo sur pause en attendant que tu sois prêt. Ensuite, tu recommences la vidéo. Donc, à la page 195, aujourd'hui, justement, on vous dit que c'est quoi, on vous dit qu'est-ce qu'une force. En fait, une force, c'est une action. Donc, toute action va avoir une conséquence. Par exemple, si je prends la balle qui est ici, je peux la mettre dans ma main, et si je la pousse, elle va modifier son mouvement. Donc, elle était arrêtée, je la pousse, elle roule. Donc, ça, c'est un effet d'une force, la force que j'ai appliquée avec mon doigt. Je peux aussi prendre un élastique et je vais l'étirer. Il va avoir un effet à ce moment-là. Donc, c'est une action que j'ai faite sur l'élastique. Il va s'étirer. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je t'invite à souligner ce qu'il y a dans la boîte ici qui dit que effectivement, une action, c'est une force qui va avoir une conséquence. On vous dit que ça peut modifier le mouvement ou encore déformer l'objet. Donc, un peu plus bas, c'est justement de ces conséquences-là qu'on va vous parler, donc les effets des forces, qui peuvent déformer ou modifier le mouvement. Il y a deux types de déformation possibles. Il y a la déformation temporaire, qu'on va parler ici, et la déformation permanente. Donc, la déformation temporaire, c'est quoi? C'est une déformation qui va se produire, mais ensuite l'objet va reprendre sa forme. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec l'élastique. Il a une certaine forme, je l'étire, il est déformé pendant un certain temps, mais quand j'enlève la force, l'objet reprend sa forme. Donc, c'est ce qu'on appelle une déformation temporaire. Il y a d'autres types de déformations temporaires, d'autres exemples plutôt, que je peux vous montrer. Par exemple, le fameux matelas en mousse mémoire. Donc, quand tu appliques ta main dessus, tu pèses, tu mets une certaine force, donc ta main va s'imprimer dans le matelas, mais quand tu enlèves ta main, le matelas va reprendre sa forme. Même chose pour le bungee, qui est en fait un élastique. Hein? Donc, quand une personne saute au bungee, l'élastique va s'étirer, mais elle va reprendre ensuite sa forme. Et aussi pour l'élastique d'entraînement, donc qu'on va se servir pour faire de la musculation, par exemple. Donc ça, c'était les déformations temporaires, c'est-à-dire que l'objet reprend sa forme. On va aller voir maintenant les déformations permanentes. Une déformation permanente, c'est quand l'objet ne reprend pas sa forme. Donc, si par exemple, je prenais la règle, que j'appliquais une certaine force, mais que je continue à appliquer la force que je ne veux pas faire ici, eh bien, je pourrais casser ma règle. Donc, c'est ce qui se passe, par exemple, avec la vitre ici. Si on donne un coup de marteau dans une vitre, à ce moment-là, la vitre va se casser. Donc, c'est ce qu'on appelle une déformation permanente. Je tiens à porter ton attention. Quand il y a un accident d'auto, par exemple, l'auto va se déformer. Mais c'est sûr que si tu la fais réparer, elle va reprendre sa forme. Par contre, il a fallu que tu appliques justement des réparations. C'est pas l'auto qui a repris sa forme toute seule. Donc, si on regarde justement ici les autres exemples qu'ils avaient dans le manuel, les bouteilles. Donc, tu écrases une bouteille, que ce soit une canette ou une bouteille en plastique, à ce moment-là, elle est déformée. Tu peux pas lui redonner exactement la même forme, pareil comme elle était avant. La voiture, comme j'ai dit tantôt, oui, c'est sûr que si tu l'envoies au garage, le garagiste va la réparer. Par contre, quand tu arrêtes d'appliquer la force, quand le camion va partir, l'auto va pas reprendre sa forme toute seule. Donc, c'est effectivement des déformations qui sont permanentes. Même chose pour la pomme. Tu croques une pomme, ben, la pomme est déformée. Elle va pas reprendre sa forme toute seule. Et finalement, l'exemple qu'on avait au début. Donc, ça, c'est pour les déformations. Donc, la première question que tu dois te poser quand tu appliques une force, est-ce qu'il y a une déformation? Si ta réponse est oui, à ce moment-là, tu ne vas pas aller voir le mouvement. Tu vas t'arrêter en disant qu'il y a déformation et là, tu vas la qualifier soit de déformation temporaire ou de déformation permanente. Par contre, s'il n'y a pas de déformation, je reprends ma boule. J'applique une force dessus, là, je pèse très très fort dessus, mais elle est tellement rigide que ça ne la déforme pas. Donc, cette boule-là, comme j'ai fait tantôt, j'applique une force dessus, elle ne va pas se déformer, mais elle va se mettre en mouvement. Donc, il y a deux types de mouvements. Si l'objet est arrêté, comme il était dans ma main, donc il est au repos qu'on appelle, à ce moment-là, il va se mettre en mouvement. Et si l'objet bougeait déjà, à ce moment-là, je peux modifier son mouvement. C'est ce qui se passe au soccer, par exemple. Donc, le ballon s'en vient dans une direction, toi, tu le frappes, il va changer de direction, tout simplement. Donc, modification du mouvement, c'est en fait soit que l'objet est au repos et tu le mets en mouvement, ou il est déjà dans une direction et tu vas changer sa direction ou encore sa vitesse.
Donc ça, c'est pour les effets des forces. Maintenant, quand on applique une force, il va y avoir des contraintes dans cet objet-là. Il peut y avoir au total 5 types de contraintes, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on vous dit ici, les forces exercent diverses contraintes. C'est quoi une contrainte? C'est ce qui va tenter de déformer un objet. Peut-être que ça ne le déformera pas, mais c'est ce qu'il va tenter de faire. Et on commence avec la compression. La compression qui veut dire que tu vas soit pousser ou écraser un objet. Par exemple, qu'est-ce que j'ai pris tantôt? Oui, mon ballon. Donc, j'ai un gros ballon. Donc, si j'applique une force de chaque côté, on voit que je vais écraser mon ballon. Donc, c'est une force de compression. On vous montre deux exemples juste à côté. Donc, on peut écraser un pain. Mais mon crayon, lui, même si je le prends, j'applique effectivement une force quand je le prends, je ne vais pas l'écraser. On ne va pas voir la compression parce que mon objet est rigide. Donc, dépendant si l'objet est plus mou, comme le ballon tout à l'heure, ou un objet rigide, on peut voir parfois l'effet de la compression dessus. J'apporte aussi ton attention sur les symboles. Les symboles qui sont des flèches qu'on appelle des flèches évidées. Évidées comme si elles étaient vides à l'intérieur. Donc, c'est une flèche qui a une épaisseur. Donc, quand tu vas avoir à dessiner, parce que tu vas avoir à faire ça, avoir à dessiner une force de compression, c'est bien une flèche avec une certaine épaisseur et non pas une flèche du type bonhomme allumette. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que si je te fais une flèche comme ça, c'est pas une flèche de compression, parce qu'elle n'a pas d'épaisseur. C'est une flèche que j'appelle type bonhomme allumette, justement. Donc, c'est bien une flèche qui est épaisse pour représenter la compression. Nous avons aussi encore là d'autres exemples à vous montrer, que je reprenne ma petite flèche ici. Ça fonctionne mes exemples, ils s'en viennent. Donc, le fameux pain qu'on écrasait tout à l'heure, le crayon qu'on avait aussi comme deuxième exemple, mais toute compression, donc quand tu fais un massage, tu appliques une compression avec tes mains, ou dans ce cas-ci avec certains objets, là, mais sur le corps d'une personne. Donc effectivement, tu vas pousser, donc c'est ce qu'on appelle une compression. Et finalement, on voit un autre exemple ici, donc l'enseignante qui fait une espèce qui montre la respiration cardiaque, donc un massage cardiaque, donc encore là, va appliquer une compression sur le corps de quelqu'un. Ça, c'est notre première contrainte. Donc, on va aller voir maintenant la deuxième contrainte. La deuxième contrainte qui est une contrainte en tension. La tension, hein, ça commence par un T et on peut se rappeler que c'est une force qui va avoir tendance à tirer ou à étirer encore. Donc, c'est les deux mots que j'ai surlignés ici, tirer ou étirer. Les flèches sont en sens contraire. Donc, tout à l'heure, mes deux flèches poussaient l'une vers l'autre. Maintenant, mes flèches tirent en sens contraire. Et on va aller voir nos différents exemples. Donc, un élastique, ici, on voit qu'un élastique, c'est vraiment de la tension. On va avoir à tirer. Donc, on peut penser qu'il va faire une catapulte avec tout ça. Donc, va lancer un objet avec l'élastique. Ensuite de ça, ton coffre à crayon. Donc, quand tu tires sur la fermeture éclair, tu exerces effectivement de la tension. Autre exemple, l'arc. Tu vas te servir de la corde ici qui est aussi élastique pour tirer sur la flèche à ce moment-là pour lui donner une certaine rapidité à partir. Donc, effectivement, la contrainte dans la corde sera à ce moment-là de la tension. On voit des gens ici qui tirent de chaque côté d'une corde, encore et toujours de la tension. Et finalement, la grue, avec un câble qui retient des matériaux. À ce moment-là, dans le câble, il y a effectivement aussi de la tension. Donc ça, c'est pour nos deux premières contraintes. Il nous en reste donc 3, donc à la page suivante. Donc, on va commencer. C'est un petit peu trop gros, juste un instant. OK. On va recommencer ici. Donc, on va commencer avec la force de la contrainte en torsion. Une contrainte en torsion va avoir tendance à faire tourner un objet. Par exemple, si je prends ma bouteille ici et que je veux dévisser le couvercle, je dois tourner en sens contraire. C'est-à-dire que j'ai une main qui tourne dans un sens et l'autre main qui tourne dans l'autre sens. Si mes deux mains tournent dans le même sens, il ne se passe rien et ma bouteille tourne tout simplement. Mais si je tourne en sens contraire, à ce moment-là,
je vais être capable d'ouvrir mon bouchon. Donc, c'est de la force en torsion. L'autre exemple courant qu'on voit très souvent, c'est par rapport à un linge. Là, je ne l'ai pas mouillé, mais tu t'imagines que si tu mettais ce linge-là sous l'évier, que tu le mouilles, et si tu voudrais enlever l'excédent d'eau, encore là, si tu tournes dans le même sens, il ne se passe rien. Mais si tes deux mains tournent en sens contraire, tu pourrais venir tordre ta serviette et à ce moment-là, enlever l'excédent d'eau. C'est ce qu'on appelle essorer. Okay? On va venir tordre à ce moment-là. Donc, c'est de la force de torsion qu'on applique. Les différents exemples qu'on vous montre ici. Donc, un linge que je vais mouiller et que je vais ensuite, pour l'essorer, le tordre en sens contraire. Quand je fais tourner une vis, eh bien, mon matériau, mon morceau de bois, lui, ne tourne pas, mais ma vis tourne. Donc, dans le fond, il faut que tu retiennes ton matériau pour ne pas qu'il rentre dans le même mouvement. Donc, finalement, tu te retrouves à faire comme deux mouvements en sens inverse. Un qui retient et l'autre qui tourne. Donc, c'est de la torsion. Tresser les cheveux. Donc, tu as une couette qui s'en va dans un sens, l'autre dans l'autre sens, etc., etc. Donc, c'est de la torsion que tu fais avec tes mains en sens inverse. Et finalement, le fameux pot de confiture ou pot de beurre de pinot que tu vas ouvrir, ou n'importe quelle bouteille finalement. Donc, tu vas lui appliquer effectivement de la torsion. La quatrième contrainte, ce sera la flexion. La flexion, c'est ce que je faisais tout à l'heure avec ma règle. Donc, la flexion, ça prend plusieurs forces appliquées, au moins 3. C'est-à-dire que j'ai mes doigts ici, main numéro 1, main numéro 2, qui appliquent 2 forces, et j'ai une troisième force que je vais aller appliquer avec mon pouce, par exemple, en sens inverse. Donc, à ce moment-là, je vais courber ma règle. Donc, c'est ce qu'on vous parle ici. On veut soit plier ou courber un objet, et il y a au moins 3 forces en application. Donc, quand tu le dessines, ça te prend minimum 3 flèches. Dans le dessin ici, tu vois qu'il y en a 4, parce qu'il y a la masse, le poids et la gravité des deux masses à chaque extrémité, et il y a ces deux mains qui appliquent à ce moment-là des forces en sens contraire. Et tu vois, si tu regardes comme il faut dans la barre, il y a une petite flexion. Pas assez pour la briser, naturellement, mais il y a une flexion quand même. Donc, si on regarde nos exemples ici, le tremplin, effectivement, quand on va à l'extrémité du tremplin, on va le courber, ce tremplin-là. Donc, c'est de la flexion. Ensuite, la poutre, ici, on ne voit pas beaucoup parce qu'elle semble bien droite, mais quand la gymnaste va sauter sur la poutre, on va voir la poutre qui va avoir une petite déformation. Donc, effectivement, il y aura de la flexion dans la poutre. On peut avoir une flexion d'un bras. Ben oui, les membres de notre corps peuvent aussi se courber. Donc, c'est ce qu'on vous démontre ici. Et finalement, l'haltérophilie avec, là, on le voit bien, la courbure dans la barre qui retient les masses de chaque côté. Donc, ça, c'est pour la flexion. Il nous reste donc une 5e et dernière contrainte à voir. Et cette contrainte-là, c'est le cisaillement. Donc, le cisaillement va déchirer un objet, souvent, ou du moins le briser, le découper. On voit que c'est des demi-flèches qui sont dessinées. Elles sont en sens contraire, une dans un sens, l'autre dans l'autre sens, et elles vont avoir tendance à glisser l'une vers l'autre. Le dessin qu'on vous montre ici, c'est la faille de San Andreas en Californie. C'est que le sol se déplace dans un sens, donc mettons vers le sud, et l'autre plaque se déplace vers le nord. Donc, il y a une déchirure au niveau du sol qui se produit effectivement. Si je m'en vais regarder les exemples, quand on va couper, donc on va découper la viande si on veut, eh bien le couteau va appliquer une force dans un sens et la pièce de viande, comme elle est retenue, dans le fond, par la table ou par la planche à découper, ben c'est comme si c'était une force en sens inverse, donc on va venir découper. Donc, on dit que c'est du cisaillement. Donc, quand on coupe ou découpe, c'est du cisaillement. La feuille, j'en ai amené une ici, justement, une feuille. Si j'applique une force vers l'avant avec une main, vers l'arrière avec l'autre main. Donc, mes forces sont en sens contraire. Et on voit que l'effet, c'est effectivement un déchirement de cette feuille-là. Donc, c'est du cisaillement. Et finalement, nous avons tout ce qui se passe avec les ciseaux. Donc, les ciseaux qui vont venir couper. Donc, les deux lames sont en sens contraire. J'en ai des ciseaux juste ici. Les deux lames sont en sens contraire et les forces sont parallèles. Donc, effectivement, on va venir découper
donc faire du cisaillement. Alors, c'est tout pour nos 5 contraintes qu'on voulait voir aujourd'hui. J'espère que tu as bien souligné toutes les choses que j'avais soulignées moi aussi. Sinon, fais juste peut-être faire un petit retour à l'arrière ou le faire maintenant avec ce que tu vois à l'écran. Donc, on se reparle de ça au prochain cours.